Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, soirée spéciale Top 14, la 12e journée, tous les résultats, le point au classement et puis bien sûr les analyses, les invités également, vous au 0826 300 300, nos consultants qui sont avec nous, Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero. On parlera également de Pro D2, Fabien Fortassin sera avec nous, le manager dont le club monte, Valence Roman en Pro D2 qui sera avec nous à partir de 18h30. On se dirigera également vers le Lyon-Toulouse. Voilà le programme pour au cœur de la mêlée, 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir Jean-Baptiste Elissal, bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir à tous messieurs. Merci d'être avec nous, bien sûr, pour débriefer de cette journée de Top 14, de ce multiplex qui vient de s'achever. On salue également Cyprien Bétou, Quentin Cabanis. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et Cyprien, on va commencer avec toi, avec les résultats pour ceux qui nous rejoignent sur l'antenne de Sud Radio. Résultats de cette 12e journée du Top 14. Et ça a commencé avec le derby francilien, Stade Français, Racing 92, match nul, 20 partout, puis dans le multiplex, La Rochelle a obtenu le bonus offensif en étriant Bayonne 49-17. Montpellier s'est sorti du piège castré à domicile 33-31. Montauban a subi une lourde défaite à domicile 17-53 par la section paloise. Et la première victoire, François, de Perpignan dans cette saison de Top 14 face à Clermont à domicile, 26-20 ce soir à 21h. Lyon-Toulouse avec Alexandre Priam, et demain soir pour conclure cette 12e journée, Bordeaux-Bègles, Toulon à 21h. Ouais, difficile de ne pas faire de cette première victoire de Perpignan le fait majeur de ce multiplex. Philippe Spanghero, Jean-Baptiste Elissal, vous aussi, c'est l'info du jour, Philippe? Ouais, clairement, c'est l'info du jour parce que, en plus, dans la bataille en bas de tableau, on avait vu une bonne première période des Montalbanais qui se sont effondrés en deuxième mi-temps, on y reviendra. Et côté catalan, ce scénario avec ce carton rouge à un peu moins de 20 minutes de jeu, on pensait que ça allait être compliqué. Ils ont fait preuve de beaucoup de caractère. On reviendra aussi sur l'apport de Urdapilleta, recrutement quand même très stratégique de la part de Laurent Labitte dès son arrivée. Et puis voilà, une équipe en pleine confiance sur le terrain aujourd'hui, qui a maîtrisé le secteur de la conquête, qui a été froide et réaliste sur ses temps forts. Et clairement, c'est une nouvelle saison qui démarre pour l'USAP ce soir. Ouais, doublé ensuite de la défaite de Montauban. Jean-Baptiste, comment tu analyses ce succès, ce premier succès de la saison de l'USAP? Il était temps. Je pense qu'on était à l'extrême, de limite du possible. Au moins, même si Montauban n'avance pas, donc et ça leur laisse une marge pour revenir. Mais non, de la maîtrise, un scénario comme vous l'avez dit qui était pas très favorable, mais des joueurs qui ont fait preuve d'autorité, une bonne conquête. Alors, je mettrai entre parenthèses aussi ce succès au vu de l'opposition. J'ai trouvé l'opposition pas très dense, encore une fois. Toujours les mêmes problèmes du côté de l'ASM. Un peu des fois oui, des fois non. Un peu à l'image de ce qu'on a vu la semaine dernière en Coupe d'Europe. Mais voilà, pour Perpignan, je crois qu'il fallait ce déclic. Maintenant qu'il est là, ça va être dur de les freiner, de les stopper dans leur remontada. Ça va être compliqué de les freiner. À noter quand même une petite stat intéressante sur ce match. 7 franchissements catalans contre 2 clermontois. Ça montre que même si le score a été serré, même s'ils ont joué à 14 contre 15, ils avaient des intentions, des ambitions d'avancer et de gagner les duels, Jean-Baptiste. Et en effet, ils ont sorti une grosse performance, notamment leur capitaine Jimmy Ritchie qui a été ultra précieux aujourd'hui. Ouais, je crois que Laurent Labitte va leur apporter je sais pas si on peut appeler ça un plan de jeu, mais une philosophie où ils vont économiser beaucoup d'énergie dans leur camp, ils vont se servir beaucoup mieux du jeu au pied au fur et à mesure des semaines. Je pense que Urdapilleta va leur apporter aussi beaucoup d'assises, va leur apporter aussi beaucoup de mental. Il leur fallait juste ce déclic, et puis une fois que tout ça est mis en place, ils ont quand même des joueurs de qualité, mais ça on le savait dès le début de la saison. Il leur manquait juste un peu de confiance, et aujourd'hui ils la retrouvent un peu plus. Je pense que la Coupe d'Europe leur a fait du bien. Ces 3 semaines de travail avec Lolo ont dû être bénéfiques.
et je pense que quand tous leurs joueurs majeurs vont revenir, ils vont fondre à très très grande vitesse sur Montauban. Peut-être pas rattraper les autres devant, mais ils iront jouer le match de la peur comme ils ont l'habitude de le faire. Parlons vrai, c'est un peu notre signature sur une radio. Qui à la 20e, lorsque Jefferson Joseph, qui parmi vous, les consultants, Philippe Spanghero, Jean-Baptiste Elissade, pariait sur une victoire de l'USAP à la 20e lorsque l'ailier champion olympique prend un carton rouge là quand il n'a aucune circonstance atténuante selon l'arbitre pour sa charge sur Delguy. Philippe? Alors c'est facile à dire maintenant, mais sincèrement moi, parce que dans l'attitude sur ce match, bon d'abord on voit quand même de plus en plus que les infériorités numériques, même sur des durées longues, elles impactent quand même souvent peu le résultat. Et là, je sentais les Catalans très bien dans leur match, maîtriser leur sujet. Ça sentait bon, voilà, dans le caractère collectif. On sentait une équipe, voilà, qui avait envie de prendre son destin en main. Ouais, Jean-Baptiste? Ouais, j'irai pas jusque là parce que je me mets à la place. T'avais pas parié ta tournée au vieux crampon? Non, surtout pas. Il faudrait pas la perdre. En plus, soir de victoire rochelaise, ça peut coûter cher. Ouais, là, ça peut piquer un peu. Non, moi, ce qui me laissait me questionner, c'était surtout la performance de Montferrand. En fait, Montferrand, un peu à l'image de la semaine dernière, tu les sens pas bien. Ils ont eu des très très bons passages dans la saison, des très très bons matchs, on les a notés, et puis vraiment des passages à vide incroyables. Et là, même avec ce carton rouge, j'ai regardé les comportements montferrandais et j'ai pas trouvé de mecs qui se sont dit aïe, c'est notre moment, on est un de plus. Voilà, même à la 73e, quand Delguy réussit à marquer et que Clermont revient à 26-20, 6 points de retard à hauteur d'un essai transformé. C'est toujours difficile quand tu es dans la situation de Perpignan, hein. T'as de ces vieux démons qui te hantent, t'as pas encore gagné, t'es tellement proche d'avoir cette victoire que voilà, pour être poli, tu serres un peu les fesses, tu te dis est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va passer, les démons reviennent très vite dans ces moments-là et tu ne sais plus gagner. Et en fait, même à ce moment-là, j'ai senti quand même une certaine, pas de la sérénité, mais je les sentais plutôt bien dans leur assiette aujourd'hui. Et puis il fallait que ça arrive. Donc moi, je crois beaucoup aux bonnes étoiles. Et en l'occurrence, ils en avaient une au-dessus d'eux aujourd'hui. Tant mieux pour eux parce que ça faisait peine de les voir si profond dans le classement et autant à la peine. Philippe, Jean-Baptiste, je me demande à quel point cette victoire en Challenge Cup il y a 2 semaines a apporté dans le groupe. Est-ce que c'est le déclic? Alors évidemment, c'est 2 compétitions différentes, mais je suppose que juste la sensation de gagner peut faire basculer un groupe dans le bon sens. Est-ce que cette victoire-là, en fait, c'est celle-là, plus que celle d'aujourd'hui, qui détermine toute la suite de la saison? Ouais, cette victoire et les 3 semaines qui viennent de se passer, parce que ils ont pu travailler avec beaucoup plus de joueurs aussi. Il y a eu pas mal de retours de blessures, donc les entraînements ont dû être beaucoup plus intenses, certainement beaucoup plus bataillés entre guillemets. On parle d'une victoire contre les Dragons, hein. Oui. C'était pas. Voilà, c'était pas non plus les Néo-Zélandais, mais en l'occurrence, ça valide un peu le travail de la semaine. Ça refait du bien de goûter à la victoire. La semaine dernière, j'ai pas vu le match, mais ils se sont accrochés. En Italie, et donc je pense que c'est surtout ces 3 semaines qui viennent de se passer un peu loin de la pression du top 14, avec un travail beaucoup plus profond. Laurent a dû commencer à poser sa patte sur cet effectif. On commence à sentir cette équipe beaucoup plus dans la entre guillemets dans la gestion, beaucoup moins tout feu tout flamme comme il l'était, quitte à se fatiguer énormément et à perdre les fins de match. Je pense que tout ça va rentrer dans l'ordre, et plus que la victoire face aux Dragons, c'est surtout moi les 3 dernières semaines qui ont dû être très bonnes à Perpignan. Ouais, Philippe, quand même 73e quand Delguy marque, là à ce moment-là, tu dis ça y est, Clermont va terminer fort, c'est obligé. Comme l'a dit Jamba, c'est vrai que là en plus le petit rentre en compte et Perpignan se retrouve en danger pour
pas pour la première fois du match, mais après avoir fait le plus dur, j'ai envie de dire. Donc, mais malgré tout, dans les comportements, on sentait cette équipe de l'USAP dominatrice en conquête sur les zones de collision. On voyait des Clermontois très en difficulté. Cyprien l'a dit tout à l'heure dans les stats, 2 franchissements seulement. On a vu une défense collective de Perpignan solidaire, disciplinée. Donc malgré ça, j'ai trouvé des Catalans assez sereins même à ce moment-là du match. D'accord, et des attitudes qui montraient un petit supplément d'âme aujourd'hui. Il y avait un truc, même à 14 contre 15. Est-ce que ça peut apporter une petite rébellion, un carton rouge, et est-ce que ça peut souder voilà, est-ce que ça peut... Ça a été le cas. Ouais. Ça a été le cas aujourd'hui. Hein. Ouais. Ça a été le cas aujourd'hui, clairement, parce qu'on a vu au moment du carton rouge, quand même, le coup a été un peu dur à avaler. On l'a vu dans les têtes, sur les regards, notamment du staff. Mais par contre, tout de suite, on a vu les joueurs se remobiliser. Ils ont remarqué très vite après le carton rouge. Ils ont repris le score. Et donc, ça, dans le caractère aussi et dans la confiance, ça a joué beaucoup. Et il y a une action importante au moment où ils marquent des points. Ils ont une mêlée ensuite pour Clermont dans les 22 mètres clermontois. Et Jimmy Ritchie rassemble les 14 joueurs restants pour prendre 3 grandes respirations. C'est pas juste les avants pour la mêlée, c'est les 14 pour aussi dire des mots. On a l'impression que voilà, ils se sont resserrés pour tenter d'aller chercher cette première victoire. Jean-Baptiste, sur cet état d'esprit. Ouais, je pense surtout que Laurent a besoin de gros leaders dans la tempête. Ritchie, c'est quand même un mec qui est hyper capé avec l'Écosse. Sur la Pileta, on n'en parle même pas. À 37 ans, il a de la bouteille. Je pense que c'est ces garçons-là qui, je le répète, dans ces 3 dernières semaines, 4 semaines depuis qu'ils sont revenus tous ensemble, ont dû prendre une grande part des responsabilités de l'équipe, parce que même si tout le monde fait un excellent boulot dans le staff, ils sont quand même sur le terrain. Et à ce moment-là, c'est pas étonnant que Ritchie ait eu ce comportement et il a dû dire, c'est des mots simples, c'est des moments de rassemblement. Ça vient du rugby à 7. Ça a été, les Français l'ont fait, les Néo-Zélandais aussi. C'est devenu une petite mode. Voilà, on se calme, on redescend un peu la température et puis on se projette sur l'action d'après. Voilà, c'est des moments où les leaders ont une grande importance quand le bateau tangue. Maintenant, jouer à 14, ça a pu leur réussir un peu aujourd'hui, mais je pense qu'il faut pas le reproduire trop souvent quand même. Ouais, le Perpignan qui se déplace à Toulon la semaine prochaine pour le week-end du Boxing Day, et ensuite qui recevra le Stade Toulousain pour le premier match en 2026, pendant que Montauban ira au Racing et recevra ensuite début 2026, premier week-end, Clermont. Voilà pour le programme des 2 dernières équipes. Mais ce soir, c'est un tournant de cette saison, puisque Perpignan n'est plus qu'à 2 points de Montauban après sa première victoire face à Clermont, 26-20, que nous avons largement détaillé parce que c'est le fait du jour. Dans un instant, on va débriefer les autres matchs. La victoire en leader tranquille de Pau à Montauban, la victoire in extremis de Montpellier face à Castres, et le succès bonifié majuscule de La Rochelle face à Bayonne. On reste sur Sud Radio, bien sûr, au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec Jean-Baptiste Elissel, Philippe Spanguero et vous, bien sûr, au 0826 300 300. Débrief de cette 12e journée de Top 14. On rappelle les résultats. Pau qui l'a emporté à Montauban 53-17. Victoire de Perpignan, la première de la saison, face à Clermont 26-20. Victoire de Montpellier face à Castres 33-31. Et succès bonifié de La Rochelle contre Bayonne 49-17. 20 partout entre le Stade français et le Racing. Sur quel match, Philippe, tu veux revenir, toi, en priorité sur à part la victoire de Perpignan, qu'est-ce que tu as retenu? Le Montpellier-Castres, parce qu'on a vu un match de très bon niveau. On a souvent quand même des affrontements très très serrés entre ces 2 équipes depuis une dizaine d'années maintenant, et les matchs de barrage qu'ils ont. Mais c'est vrai qu'en termes d'intensité, de scénario, ça a été un match plein, et les Montpelliérains ce soir rentrent dans le top 6 avec beaucoup de caractère, parce que ils ont maîtrisé cette entame de match. Et puis petit à petit, on a vu les Castrés revenir. Il y a eu des écarts importants au score à des moments, mais les Castrés sont revenus. On les a sentis prendre l'ascendant sur ce match en deuxième période, petit à petit.
Et quand ils ont repris le score là par cette pénalité de Fernandez lointaine qui a fait un très bon match et qui a tenu le CO à bout de bras avec un 100% au pied notamment, et quand Castres est repassé devant, je voyais pas cette équipe de Montpellier capable de revenir. Et c'est là, je pense que le CO doit encore travailler sur ses gestions de fin de match parce qu'à la 75e, il y a cette faute, cette mêlée où le ballon ne sort pas assez vite, où il y a le gros effort de la mêlée montpelliéraine qui leur donne cette pénalité. Et donc voilà, pour le scénario et puis pour ce que ça amène à cette équipe du MHR qui, après un bon travail en début de saison, intègre ce top 6. Ils s'en sont pas cachés, c'était leur ambition. Ils y sont rentrés. Ouais, c'est vrai quand même que, on rappelle, Montpellier 4, finale 2022, et Jean-Baptiste était entraîneur de Montpellier, donc champion de France, Brennus, faut-il le rappeler. Mais comme en finale, j'ai l'impression quand même que Castres a des problèmes avec les débuts de match, parce que là, il y avait quand même 17-0 après 15 minutes, Jean-Baptiste, 17-0 pour Montpellier. Hein. Ouais, pas descendu du bus. Et puis il y a un Montpellier qui a bien joué au rugby très proprement. Sincèrement, il n'y avait pas photo. C'est vrai qu'on se dirigeait pas à 34-10 même à un moment donné, ou 30, un truc comme 30-14. ça. Ouais, 30-14. On se dirigeait vraiment pas vers un scénario comme ça. Je pense que les Montpelliérains ont baissé un peu de pied, mais que c'est surtout Castres qui a augmenté le tempo, perdu pour perdu, et s'est remis dans la bataille. Et c'est vrai que à la fin, c'était très indécis. Encore une fois, la mêlée montpelliéraine fait des dégâts. Hein. Combien de matchs ont été gagnés par la mêlée depuis le début de la saison? Ça doit faire au moins 2 ou 3 juste là sur le score net, mais même sur l'emprise qu'ils ont dans toutes les parties. Voilà, une belle mêlée montpelliéraine. Et c'est intéressant de voir que Montpellier a largement dominé certains points de la rencontre, avec notamment 44 défenseurs battus contre 24 contre les Castrés, 9 franchissements à 1. Et pour autant, ce match ultra serré, ils ont eu un passage à vide, même si les stats est bien plus conséquent pour eux. 543 mètres parcourus balle en main contre 290. Et pourtant, ils se sont fait peur. Ils auraient même pu perdre cette rencontre. Oui, on rappelle quand même le scénario, parce que à 4 minutes de la fin, c'est Castres qui repasse en tête, enfin pour la première fois du match, 31-30. À ce moment-là, quand même, on se dit que c'est compliqué, Jean-Baptiste. Ouais, et c'est compliqué et difficilement explicable tant Montpellier était maître des lieux, quoi. Il y avait vraiment un bon rugby. Ils ont essayé de se passer le ballon comme il faut. Il y a eu des franchissements, encore quelques problèmes sur la finition, mais bon, sincèrement, ils se créent des occasions. Tu vois à aucun moment Castres revient dans la partie. Tout d'un coup, tu sais pas, il y a une panne de courant, comme si le boulot était acquis. Je pense que le gros travail de Montpellier dans les semaines à venir, s'ils veulent vraiment intégrer le top 6, c'est voilà, la régularité sur les matchs. On l'avait déjà vu dans la saison avec des très bons passages et de très 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 mauvais. On avait vu une entame très difficile d'ailleurs contre Toulon au premier match où pareil, beaucoup de possession, beaucoup de passes, mais zéro efficacité, en se faisant contrer un peu à l'image des 20 minutes face à Castres là. Donc voilà, mais je vous dis, ils ont quand même, quand tu as une mêlée comme la leur, je pense que voilà, tu peux allègrement te reposer dessus et avoir des certitudes. Est-ce que Montpellier et Philippe Spanghero peut faire trembler le leader le week-end prochain lors du Boxing Day? Oui, je crois, parce que Montpellier a les armes. Hein. Ils ont bousculé tous les gros cette saison. Honnêtement, ils maîtrisent leur sujet. Ils ont tous leurs leaders au rendez-vous. Quand même, c'est à souligner. Il y a encore un gros match aujourd'hui de Nouchi, de Vunipola, de Banks. Enfin, donc cette équipe, sortie après sortie, même si, comme le disait Jamba, ils ont encore du travail à faire sur les gestions de match et gérer 80 minutes. Mais ouais, je pense que Pau va avoir un match compliqué. Ouais, Pau, le leader qui s'est imposé à Montauban, Jean-Baptiste Elissal, 53-17, victoire bonifiée. Il y avait 17-12 à la mi-temps pour Montauban. Un retour de vestiaire parfaitement négocié avec quand même, tout comme toujours, des trois quarts qui sont dans la cœur joie, mais aussi cette variation, parce qu'on a vu aussi 3 ballons portés qui sont allés au bout, côté palois. Ouais, c'est pas nouveau, hein. Pau s'est densifié, on en parlait dès le début de saison, ce qui était leur
le secteur en difficulté, souvent, notamment au cœur de l'hiver, c'était le jeu d'avant, la mêlée fermée. J'ai aimé les deux piliers, là, Seneca, c'est ça, à gauche, et la Claya. J'ai bien aimé aussi le petit Arfeuille derrière, mais c'était Colachvili qui a commencé. Sénéca qui était remplacé. Sénéca qui a remplacé, qui est rentré. C'est là où, il a fait une très très bonne rentrée. Ça a fait basculer 2-3 mêlées en leur faveur. Voilà, non, Pau aime aller dans les coins. Pau utilise de mieux en mieux le jeu au pied, aime les transitions, aime les ballons hauts, devient une équipe très complète. Et Arfeuille aime le 15. Et sincèrement, alors par rapport à en revenir au match de Montpellier la semaine prochaine, je les vois pas trembler face à Montpellier. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe, parce que là 17-12 en étant moyennasse, avec un Montauban qui s'est envoyé tout ce qu'il a pu et qui manque de pétrole, et forcément d'effectifs, on fait que le répéter chaque week-end, mais à la sortie il y a 50 points encore, donc seul Toulouse a eu une maîtrise aussi flagrante à Montauban. Oui, 53-17. Philippe Spanghero, revenons quand même après le succès de Pau à Montauban. Tu t'es exprimé. Non, je ne sais pas si tu t'es fait rebondir sur le succès de Pau à Montauban, Philippe. Non, je pense pas. Non, mais en tous les cas, je pense que tout a été dit. C'est vrai que Pau, quand même. Non, mais sur la montée en puissance d'Arfeuille, tiens, si on doit isoler un joueur, parce que c'est vrai que quand même, il a marqué 2 essais, et il en fait marquer un à Broboiry. En tout cas, il est à l'amorce de cet essai-là. On sent quand même que, je le disais en plaisantant, mais que le 15 est en train quand même de prendre de plus en plus de place, ce joueur. Il est en train de prendre en effet beaucoup d'épaisseur. Il est devenu un élément incontournable du dispositif de la ligne d'attaque paloise, parce qu'on le disait, il y avait cette ligne de 3 quarts. On pouvait trouver un petit déséquilibre ces saisons dernières entre la qualité derrière et manquait aussi un peu de densité devant. Cette équipe, elle était joueuse, mais elle était souvent bousculée. Le recrutement a été très, très stratégique, très intelligent du côté de la section de devant. Et aujourd'hui, on a une homogénéité dans ce groupe. Ils ne sont pas leaders par hasard ce soir. Et c'est sûr que derrière, il y a beaucoup de qualité et lui, il s'est installé. Je vais revenir sur Pau quand même, puisque tu l'as cité encore. Et, sincèrement, la semaine dernière, ils en ont pris 60. Une démonstration de rugby de Bristol. 14 mecs absents. Et un mec au milieu, malgré les 60 points encaissés, Broboiry. Je vous le dis depuis le début de la saison, mais sincèrement, ce mec-là, c'est pour moi, ça devrait être un phénomène dans les mois qui viennent. Voilà, c'est mon coup de cœur du début de la saison et je suis très content. Voilà. Et voilà, t'es fidèle à ton coup de cœur depuis le début de la saison. Fidèle également au Stade Rochelet, vainqueur facile de Bayonne. Enfin. Que doit-on mettre en valeur, le rugby abouti de La Rochelle, ou on va dire la copie très palichonne de l'aviron bayonnais, Jean-Baptiste? Alors, pour ne pas être trop chauvin, je vais commencer par Bayonne. Donc Bayonne a décidé... Faisant court, attention. Ouais, Bayonne a décidé de faire tourner sur les 2 derniers matchs de Coupe d'Europe avec des équipes, d'aller en prendre une volée au Harlequins pour arriver avec un aussi peu de punch, aussi peu de vitesse. Il y a pas grand chose, quoi. Parce qu'il y avait la grosse équipe de Bayonne aujourd'hui. Oui, mais quasiment rien au niveau du punch, au niveau de l'intensité. Donc, je mets toujours en relief, la performance de La Rochelle, très bonne, très bonne dans les transitions, vraiment des éclairs de génie, quelques mecs vraiment encore très bons, et on se demande quand ça va s'arrêter. Botia, mais il a encore rayonné un peu partout sur le terrain, une touche de jeunesse, quelques anciens qui commencent à revenir, et je pense que eux, contrairement à Bayonne, ces 2 semaines de Coupe d'Europe leur ont fait du bien, et notamment le fait d'avoir envoyé un gros paquet de jeunes perdu aux Stormers, même si le résultat est un peu dur à la fin et plutôt bon pour La Rochelle, parce qu'il n'y a pas eu tant d'écart que ça. Et je sais pas, ces petits jeunes là, ça amène une touche de vitalité, une touche c'est sexy, ça pétille. Tout n'est pas parfait encore, mais sincèrement, le match a été plutôt bon. Mais je suis un peu déçu des Bayonnais quand même. Déçu des Bayonnais, Philippe Spanghero, mais quand même La Rochelle, on va dire, est en train de densifier, d'élargir son effectif là, de sortie en sortie. On voit de plus en plus de jeunes qui se marient bien à l'expérience des plus anciens.
Ce que disait Jamba, et c'est aussi en ça que cette campagne européenne sert à La Rochelle cette saison. Voilà, La Rochelle est rentrée dans le top 6. Ils ont fait peut-être un des matchs les plus aboutis en top 14 ce soir. En tous les cas, c'est vrai que de l'autre côté, il y a une vraie déception du côté de Bayonne qui prend beaucoup de points sur ses sorties. Et Bayonne a un nouveau statut à assumer parce qu'ils sont demi-finalistes la saison dernière, que l'ambition claire et affichée, c'est ce top 6. Et le top 6, il va pas être facile à maintenir et à garder un objectif pour Bayonne s'ils sont pas capables d'aller chercher des points à l'extérieur. Il y a un trop gros écart de visage entre cette équipe à domicile et à l'extérieur cette saison. Voilà, parce que si l'UBB gagne demain à domicile, Bayonne va se retrouver 8e. Et dans les dynamiques, je trouve pas Bayonne bien mieux que Castres en ce moment. Donc, quand je regarde le classement, Bayonne est un peu en danger sur ce qu'ils sont capables de proposer hors de leur base. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire, Jean-Baptiste, que on va dire l'agitation en coulisses, les turbulences, les joueurs sont complètement hermétiques à ça, ou tu sens que c'est des choses qui viennent perturber? Malheureusement, à force d'en parler, d'en reparler, même si au début ils ont pu en faire abstraction, au bout d'un moment ça va commencer à cogiter, et même à l'intérieur du staff, re-signer un adjoint plus longtemps que l'entraîneur en chef, ne pas être sûr du futur de son préparateur physique en annonçant la signature d'un autre. Enfin, tous ces mouvements sont pas anodins dans un groupe, quand tu te déplaces, que t'es des soirées entières à l'hôtel ensemble. Et voilà. Et pour Bayonne, ça ne suffira pas de gagner ric-rac à domicile, parce que ça va bientôt, le coup près va tomber. Même s'ils ont un supplément d'âme, ils vont je sais pas, il y a un truc que je sens pas dans cette équipe, un peu moins bien partout que l'année dernière. Voilà, l'Aviron qui reçoit samedi prochain le Stade Français dans ce week-end qui clôturera les matchs allés. Dernière petite question avant de recevoir Fabien Fortassin. On va parler de Pro D2, notamment de la belle épopée en ce début de saison, en cette moitié de saison de Valence Roman. 2 points partagés aujourd'hui, 2 points pour le Stade Français, 20 partout, score final entre le Stade Français et le Racing. 2 points gagnés par le Stade Français ou pas? Question à Philippe Spanghero. C'est la question fermée. 2 points gagnés parce que à l'issue du temps réglementaire, ils étaient 7 points derrière. Donc il y a ce caractère pour revenir, aller arracher ce match nul à la 85e. Le scénario va permettre au Stade Français de travailler dessus quand même pour se rassurer sur le caractère collectif. Mais il y a quand même une deuxième mi-temps qui est maîtrisée par le Racing. On a senti une équipe du Stade Français en difficulté aujourd'hui quand même. Il va falloir faire la bonne analyse de ce match parce que j'ai vu quelques déclarations de joueurs qui disaient que Louis Carbonel. C'était le rugby moche qui l'avait emporté aujourd'hui, mais il faut savoir y répondre au rugby moche malgré tout. Et le Stade Français s'en sort plutôt bien à la fin. Louis Carbonel qui a déclaré ça à l'issue du match. Juste une petite stat, Jean-Bas. 26 pénalités sur l'ensemble de la rencontre, 13 de chaque côté. C'était un match pas toujours agréable à regarder. Un derby, un derby accroché. J'ai senti un Racing quand même beaucoup plus dense sur la totalité du match, notamment sur cette seconde partie. Mais il faut aller se la chercher. Faut aller chercher ce match nul dans la position où ils étaient, le Stade Français. Alors il y a donc c'est 2 points gagnés qui sont. Je sais pas, vous démerdez. C'est le principe du match nul à la dernière minute. Non, il y a surtout ces 2 touches du Racing. Alors même si Stade Français a un bon contre à ce moment-là avec le Racing, avec le coaching un peu plus désarticulé, je dirais, c'est quand même ces 2 ballons-là, ils sont durs. Je pense que Patrice va les ruminer longtemps. Voilà. Non, j'ai aimé sincèrement le Racing qui est venu dans un bon derby à l'extérieur, imposer un peu son pas son jeu mais sa présence voilà. Ça m'a fait du bien parce que eux aussi ils étaient un peu sous courant alternatif. 7 touches perdues par le Racing face au Stade Français. Aujourd'hui, c'est beaucoup effectivement à ce niveau-là. Messieurs, merci pour ces analyses de tous ces résultats de cette 12e journée qui va se poursuivre bien sûr un petit peu plus tard, 21h avec Lyon-Toulouse. On va parler dans un instant de Pro D2 avec notre invité Fabien Fortassin. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio.
Au cœur de la mêlée avec Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero, nos consultants, avec toute l'équipe Sud Radio, Cyprien Bétou, également Quentin Cabanis, qui anime les soirées endiablées de la Pro D2 le vendredi soir. Et on est ravis d'accueillir sur notre antenne, dans Au cœur de la mêlée, notre invité du soir, Fabien Fortassin, le manager de Valence Romain. Bonsoir Fabien. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Un Gersois perdu dans la Drôme. Comment ça va ? Ça va très bien, puisque voilà, on va passer les fêtes de Noël sur le podium, donc ça va très bien. Ouais, effectivement. On va y revenir, bien sûr, sur les résultats de Valence Roman. Fabien, Jean-Baptiste, je vous présente, vous connaissez, il y a une petite histoire, un petit truc. Rochelet, hein. On s'est croisés quelques fois, oui, et puis il est passé par La Rochelle, alors il a été adopté ici, donc Rochelet une fois, Rochelet à vie. Hein. C'est ça, j'ai passé 3 belles années là-bas. Est-ce qu'il y a ton maillot au vieux crampon, Fabien ? Oh, je pense pas quand même. Si, alors pas le tien peut-être, mais le maillot de votre époque, il y a... Voilà. C'est tout ce qui compte. Tous les maillots de toutes les époques du Stade Rochelet sont accrochés ici. Philippe Spanghero est là, Fabien Fortassin, voilà, et qui donc avait passé 3 saisons, on le rappelle, entre 2013 et 2016 au Stade Rochelet, entraîneur du VRDR, le Valence Roman qui brille en ce début de saison. Quentin Cabanis, petit rappel peut-être de la qualité des résultats de Valence en Pro D2. Hein. Déjà, le bilan, il est quand même plus que bon après la fin de ce deuxième bloc. Valence Roman est 3e de Pro D2, égalité avec la 2e place, c'est Colomiers qui est 2e ex-aequo avec 47 points, 11 victoires et seulement 4 défaites pour cette équipe de Valence Roman qui était avant le match de ce week-end sur une des meilleures dynamique de cette Pro D2. Donc voilà, une équipe qui côtoie les sommets de la Pro D2 cette saison. Oui, Fabien Fortassin, est-ce qu'il y a, comme ça, en quelques mots déjà pour commencer, une explication de de ce début de saison, cette première moitié quasiment réussie ? J'ai envie de dire que le mot c'est continuité. En fait, voilà, c'est ma 3e saison maintenant que je suis au VRDR, avec un effectif qui a peu bougé, un staff qui a peu bougé, voilà, des présidents qui me font une entière confiance, qui nous laissent travailler dans énormément de sérénité. C'est un club qui se base sur la stabilité, la continuité. Et aujourd'hui, on récolte le fruit de tout ce travail fait avec patience, avec bien entendu beaucoup de qualité et d'efficacité. Et aujourd'hui, des joueurs ont aussi gagné en expérience, en maturité et arrivent à exprimer le maximum de leur potentiel, ce qui fait qu'on arrive à faire de belles performances. Philippe Spanghero, question pour Fabien Fortassin, notre invité dans Au cœur de la mêlée. Ouais, Fabien, bonsoir. Mais justement, je voulais rebondir sur cette régularité. Je comparais ça un peu avec Pau ces dernières saisons où dans des moments un peu délicats, notamment avec le risque du bas de classement, il y a eu quand même une volonté de tenir le cap. Est-ce que tu l'as toujours ressenti, cette confiance, et est-ce que, tu viens d'en parler, mais c'est ça qui aujourd'hui a permis d'avoir une vision sur le moyen terme dans le développement aussi de ton effectif et des compétences des joueurs, et vous récoltez ces fruits-là? Oui, complètement, mais c'est vrai que la comparaison avec la section est plutôt pertinente parce que voilà, il y a eu une première année où on était les promus et on avait fini à une honorable 11e place avec une saison faite de haut et de bas, mais plutôt convaincante pour une première. Et c'est vrai que la saison dernière, on fait une première partie de saison qui est très en dedans des attentes. On est 15e au moment de passer les fêtes de Noël. Et je pense que dans beaucoup de clubs, voilà, j'aurais eu chaud aux fesses, voire on m'aurait remercié. Et les dirigeants ne se sont jamais affolés, n'ont jamais paniqué. Ils m'ont toujours réitéré leur confiance. Le groupe aussi est resté serein et soudé. Et cette confiance en tout un club a fait qu'on a pu se sortir petit à petit la tête de l'eau. Et cette année, on a beaucoup appris de cette période. On a beaucoup appris de ces erreurs. On sait d'où on vient. Donc voilà, on a su corriger ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça que je parlais de continuité. Aujourd'hui, sans tout révolutionner, mais en ayant appris de nos petites erreurs du passé, on arrive à être performant.
Jean-Baptiste Elissalde avec, j'imagine qu'il doit y avoir des questions de manager pour Fabien. Ouais. Alors, je regarde bien. J'aime beaucoup son rugby, hein, notamment dans la périodisation tactique, une équipe qui tape bien dans le ballon, qui défend très haut, avec une défense très haute, très agressive, qui joue très bien les turnovers et les contre-attaques, qui est surtout donc sur les phases de transition redoutables. J'aimerais savoir où il a puisé ce savoir-faire et de qui il s'est inspiré. J'ai pas mal de personnes. J'ai eu quand même la chance d'avoir côtoyé des bons entraîneurs. Hein. J'ai eu le duo Labitte-Travers à Montauban. Laurent Labitte a été vraiment un de mes mentors, je dirais. J'ai eu un Gonzalo Quesada à Biarritz, Patrice Colazo, Xavier Garbajosa à La Rochelle. Voilà, j'en passe. Donc voilà, c'est un petit amalgame de tout ça, mais c'est vrai que ce sont tous des managers qui étaient quand même portés sur l'offensive, sur le jeu d'attaque. Aujourd'hui, on voit que en plus les règles sont faites pour que le rugby procure du spectacle. On a l'impression que les arbitres aussi sont portés sur l'offensive, récompensent beaucoup plus les équipes qui jouent. Et donc de tout ça, après, il faut bien sûr avoir les joueurs pour. Et j'ai cette chance-là d'avoir des joueurs portés sur ce jeu aussi. Mais voilà, c'est un tout qui fait qu'aujourd'hui, avec aussi ma petite sensibilité à moi, on essaye de pratiquer le rugby le plus complet possible. Fabien, vous avez déclaré il y a quelques semaines que vous faisiez partie des grosses cylindrées de cette Pro D2. Ces dernières années, il y avait des équipes surprises, Dax il y a 2-3 ans, Soyons Angoulême l'année dernière. Vous, cette année, vous voulez pas juste être une surprise, le coup d'un an, mais vraiment perdurer et dans cette Pro D2 en haut du tableau? C'est notre souhait, en tout cas. C'est vrai que c'est un projet du club à moyen terme, hein, puisque là le club a écrit ce qu'ils appellent le projet d'année 2029, avec une livraison d'un stade rénové, avec de nouvelles infrastructures, un nouveau centre d'entraînement qui nous permettrait d'évoluer déjà en budget, en masse salariale, pour pouvoir en tout cas essayer de rivaliser et devenir une place forte de la Pro D2. Mais on sait que chaque saison c'est reparti à zéro, c'est délicat, c'est compliqué. Vous avez parlé de Dax, on voit qu'après ils ont galéré. Soyons Angoulême qui s'est qualifié l'an dernier, il galère un peu plus cette année. Mais on a envie en tout cas de bâtir, mes présidents ont envie de bâtir un club qui a envie de s'installer sur les hauteurs du classement, ça c'est clair. On voit quand même qu'il y a un joueur qui tire son épingle du jeu. C'est un peu Lucas Méret qu'on avait vu à Soyons Angoulême, qu'on avait connu également à l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà, ça fait partie aussi de ces joueurs que toi, ancien ouvreur, tu arrives à faire non pas émerger, mais en tout cas lui donner la confiance nécessaire pour être le leader qu'il est aujourd'hui. Il tourne quasiment à 15 points de moyenne par match. En tout cas, j'essaye. C'est vrai que c'est comme ça que je perçois aussi le poste d'ouvreur. C'est un poste où déjà on a besoin un peu de temps pour maîtriser. Lucas a 30 ans aujourd'hui et je pense qu'il est à un âge où il a la maturité du poste. Et on sait aussi qu'il faut absolument à ce poste-là la confiance de son staff, de ses partenaires. Et voilà. Et moi, dès que je suis arrivé, l'idée c'était de ne pas l'installer dans une trop grosse concurrence. C'était que bien sûr il y a des joueurs polyvalents capable de le titiller, mais qui sache qu'il est conscient que c'est lui qui avait les clés du jeu et que c'est pas parce qu'il allait faire 1 ou 2 mauvais matchs qu'il allait sauter, parce que il y a rien de pire que de jouer quand on se dit merde, si je joue pas bien ce week-end, je vais sauter le week-end d'après. Et j'ai essayé d'instaurer ça avec lui, ça a plutôt fonctionné. On échange beaucoup, alors on n'est pas tout le temps d'accord, on se contredit même souvent, mais en tout cas il sait qu'il a toute ma confiance et aujourd'hui il est très performant et il fait partie des meilleurs demi d'ouverture du championnat. Philippe Spanghero avec Fabien Fortassin, notre invité, l'entraîneur de Valence Roman. Ouais, Fabien, un regard sur la vision générale de ce championnat, parce qu'hier on a eu un débat sur le top 14 et le salary cap avec une étude qui était sortie qui montrait que malgré tout il y avait une vraie corrélation entre les budgets moyens et le classement.
dans 90% des cas. On sent que c'est beaucoup moins vrai en Pro D2 quand on regarde ce classement-là. Que les grosses écuries sont pas forcément au rendez-vous dans le classement. Comment tu l'expliques ça, cette capacité des petits à performer pas que sur des coups sur un match, mais vraiment sur les saisons régulières par rapport au top 14? Trouver une explication concrète, c'est délicat. Après, c'est vrai que ce niveau s'élève chaque année. Tous les clubs se structurent, travaillent bien. On voit aujourd'hui dans chaque club de Pro D2, il y a des staffs quand même vraiment bien en place, vraiment bien établis, avec des anciens managers de niveau supérieur, voire des anciens sélectionneurs, qui permettent aussi de faire émerger des jeunes. La Pro D2 a lancé un nombre incalculable de jeunes ces dernières années. Et donc forcément, voilà, tous les ans, il y a des révélations, il y a des équipes qui, avec la confiance, génèrent des dynamiques hyper positives. Et dans ce genre de cycle-là, le budget n'a plus rien à voir. Et des équipes comme Dax, comme nous, enfin voilà, on arrive à aussi rivaliser avec des grosses cylindrées. Effectivement. Peut-être Jean-Baptiste Baptiste. Pareil, tu préfères qu'on t'appelle Baptiste que Jean-Bas. J'ai des sources sûres qui m'ont dit ça. Enfin bon. Largement. Voilà. Mais à la fois pour l'auditeur, c'est pas évident. Donc Jean-Baptiste Elissal. À chaque semaine et à chaque match suffit sa peine. C'est vrai que là, ils vont passer les fêtes au chaud. Maintenant, je pense que Fabien me contredira pas, et d'ailleurs il l'a annoncé, il n'y a plus à se cacher, il faut aller chercher la qualification. Il explique que le VRDR va se bonifier avec le temps dans ses structures jusqu'en 2029. J'aimerais qu'il nous parle un peu de son staff qui l'entoure, parce que c'est des garçons qui sont pas souvent mis en lumière, pas forcément trop reconnus ou connus, et moi ça me fait toujours plaisir d'en entendre parler. Oui, tu as complètement raison, parce que c'est vrai que souvent nous les managers, on est mis en avant comme souvent les demi d'ouverture quand on parle d'équipe, et c'est vrai qu'autour de moi, voilà, il y a quand même un staff qui fait un sacré boulot. Alors on est un petit staff, mais on n'est pas nombreux, notamment sur la partie technique rugby où finalement on fonctionne 4-3. Avec moi, il y a Scott Newlands, l'ancien troisième ligne qui était passé notamment par Oyonnax, écossais d'origine, mais qui est parfaitement bilingue, qui est responsable de la touche et de la défense. C'est un mec hyper très pragmatique, très cérébral, qui réfléchit à tout et qui est très calé sur son domaine. Et puis depuis cette année, j'ai fait venir avec moi Romain Terrain, avec qui j'avais entraîné à Tarbes. Romain qui a plus de 250 matchs de top 14, ancien talonneur, gros combattant, une hygiène de vie incroyable, une rigueur, et voilà, il s'occupe depuis cette année de la mêlée, des attitudes au contact, et lui aussi il a changé pas mal de choses. Il nous a fait devenir une vraie force sur le secteur de la mêlée. On a une conquête dominante assez régulièrement. Donc à tous les trois, je trouve qu'on est très complémentaires. On s'entend bien entendu super bien. On est quasiment du même âge, et ça fait une alchimie où en plus on est assez proche de nos joueurs. On était encore sur le terrain il n'y a pas si longtemps que ça, donc on arrive à être à la fois assez proche et à la fois être assez dur avec nos joueurs, qui fait que aujourd'hui ça fonctionne plutôt bien. Ouais, et le groupe vit bien même après les matchs? Ouais, complètement. Quand ça gagne, ça va mieux. Hein. Voilà. Quentin Cabanis avec Fabien Fortassin. Bonsoir Fabien. Ouais, on a vu la saison dernière Montauban créer la surprise en se qualifiant à la dernière seconde et en montant. Vous êtes sur un meilleur début de saison que ce qu'ils ont fait l'année dernière, donc ça laisse le droit de rêver. Mais quand on voit leur parcours en top 14, est-ce que vous en rêvez ou est-ce que ça fait un peu peur quand même? Les deux, sincèrement, qui ne rêverait pas de jouer au niveau supérieur, ou ne serait-ce que d'aller chercher un titre. Après, ça fait aussi un peu peur, en effet, mais sincèrement, on n'en est pas là. On n'a pas parlé d'aller si loin. Nous, pour l'instant, alors comme l'a dit Jean-Baptiste tout à l'heure, on ne se cache plus, et il est clair qu'on veut rester dans ces 6, et il est là le principal objectif, c'est de continuer à écrire l'histoire de ce jeune club qui a que 10 ans. Le club fêtera ses 10 ans au mois d'avril, et quel plus beau cadeau que de jouer des phases finales pour la première fois de son histoire. Eh ben, on vous le souhaite
en tout cas dans cette Pro D2 qui est, on le rappelle, dominée entre guillemets par Vannes, qui n'a que 7 points d'avance sur Colomiers et donc Valence Romain. Merci Fabien Fortassin d'avoir été avec nous. De bonnes fêtes. Les prochains matchs de Valence Romain, c'est ils recevront Béziers le lendemain de l'anniversaire de Fabien. Donc il faut fêter ça quand même. A priori 5 points. Les joueurs devraient être au courant et ils vont lui faire un beau cadeau, c'est sûr. En tout cas, ce sera donc Béziers, puis ensuite un déplacement à Mont-de-Marsan. Merci Fabien Fortassin et de bonnes fêtes. Merci à vous, avec grand plaisir. Dans le Gers ou du côté de Montrégeau ou Mais un peu les deux. Je vais faire le tour de la famille dans le Gers, dans les Hautes-Pyrénées, à Montrégeau aussi. Voilà, on va revenir voir les montagnes un peu. Bon, super. Merci en tout cas Fabien. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Et bravo pour cette première partie de saison. Dans un instant, on va aussi se projeter sur le match du soir. Lyon qui reçoit Toulouse. C'est un match, on attend de voir le match d'après, après la défaite des Toulousains à Glasgow, pour voir comment ils vont voyager du côté de Gerland. Restez avec nous sur Sud Radio dans Au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, Lyon-Toulouse ce soir. C'est dans une heure après le magazine Champion sur Sud Radio, au cœur de la mêlée. Donc avec Jean-Baptiste Elissalde, Philippe Spanghero, on va se projeter quand même sur ce match parce que c'est vrai, Jean-Baptiste, je le disais, on attend le match d'après, après la défaite à Glasgow pour le Stade Toulousain. Ça s'annonce intéressant. Qu'est-ce que tu attends toi de ce match? Que veux-tu voir de ces Toulousains qui aligneront ce soir Kinghorn en 10 et Graou à la mêlée? Il y a effectivement beaucoup d'internationaux notamment qui sont au repos. Ouais, bon, ça du côté toulousain, c'est somme toute habituel de voir des gros turnovers qui normalement ne fait pas baisser le niveau l'équipe. Je pense que la semaine a été difficile. On sort pas indemne d'une deuxième mi-temps comme ils ont vécu à Glasgow. Alors dans des conditions dantesques, avec certainement une trop grosse perte d'énergie en première mi-temps et un trop faible ratio de points en rentrant dans les 22, 9 entrées pour seulement entre guillemets 21 points, mais ils auraient dû en marquer beaucoup plus et se mettre à l'abri. Donc à la fois il y a dû avoir beaucoup de déception, de la frustration, un peu de colère, et quand cette équipe est en colère et que ces joueurs quand même avec le standing qu'ils ont sont en colère, en général ils se loupent pas 2 fois d'affilée. Donc ça risque d'être délicat pour Lyon. D'autant plus que Lyon, alors j'ai pas vu les matchs, parce qu'heureusement d'ailleurs, parce que je crois que sur les 2 dernières semaines, ça a été un peu faible, pour pas dire pire, catastrophique. Des équipes en face qui n'avaient pas gagné, je crois, depuis des mois et des mois, mais qui arrivent à les battre. Depuis un an. Il y avait une équipe qui allait fêter ses 1 an sans victoire le lendemain du match face à Lyon. Donc perdu à la dernière minute, il me semble. Enfin voilà. Donc je sais pas trop où ils en sont. Les Lyonnais, vraiment, ils sont difficiles à lire. Alors on peut se mobiliser sur un match et réaliser certainement l'exploit de battre Toulouse ce soir, mais j'ai quand même tendance à dire que Toulouse sera supérieur normalement ce soir à Lyon. Ouais, Philippe Spanghero, regard braqué sur les Toulousains quand même, sur leur réaction. Oui, réaction importante parce que c'est vrai que il faut se remettre la tête à l'endroit. Elle laisse beaucoup d'interrogations, cette défaite en Champions Cup la semaine dernière, cette gestion de match, la deuxième période. Donc c'est important de se remettre la tête à l'endroit. Je pense que ça y est, les affaires sont derrière le Stade Toulousain. Ils ont pris ces 2 points. Ils sont toujours 2e au classement. Ils ont leur destin en main. Donc c'est un match important qui attend le Stade ce soir pour repartir dans une nouvelle dynamique sportive. L'extra sportif, encore une fois, je le répète, me semble être derrière. Mais du côté du Loup, c'est quand même une saison très particulière. Ils sont 12e ce soir à 23 points. Donc c'est un match important pour cette équipe du Loup. Je me demande si sans succès ce soir, il va pas y avoir des questions qui vont commencer à se poser dans le staff et savoir si le discours passe toujours, quoi. Oui, ça sera effectivement à surveiller. À chaque fois, à Lyon, c'est le staff. Au bout d'un moment, ils changent de staff, mais il y a jamais rien qui se passe. Je pense qu'il y a certains joueurs qui doivent aussi se regarder.
Voilà, de toute façon, si c'est pas les entraîneurs, c'est les joueurs. Hein. On connaît la musique. Hein. Allez, je rigole. C'est une blague. Pierre Amiche est avec nous. Il va commenter le match sur Sud Radio, bien sûr, tout à l'heure. Pierre. Il est dans les bouchons lyonnais. Ah, les bouchons lyonnais. C'est la spécialité locale. C'est la spécialité. Mais en tout cas, ça passe très très bien. Quel plaisir. Quel plaisir. Pierre, oui, on attend effectivement beaucoup de Toulousains, mais j'imagine qu'à Lyon, effectivement, il y a pression, et même, on disait, pression sur le staff. Oui, Karim Ghezal l'avait dit quelques minutes après la défaite face au Stade Rochelais, abattu en conférence de presse, il avait lâché « Je ne peux pas moins dormir, je ne peux pas plus travailler ». Voilà un peu l'état d'esprit de cette équipe lyonnaise il y a désormais 5 semaines. Depuis, Lyon a regagné, et ça c'est plutôt positif. Ça n'a pas empêché le technicien lyonnais de remettre un peu plus de pression sur ses joueurs. Il aime bien le faire de temps en temps. Et là, en conférence de presse cette semaine, il a tout simplement dit que le bloc de 3 matchs qui arrivait était capitaux pour la saison. C'était ça qu'allait définir le reste de la saison que le groupe lyonnais allait vivre. Et puis, le côté positif, c'est, rappelez-vous, il y a un peu plus d'1 an désormais, Karim Ghezal prenait la tête de cette équipe lyonnaise face à Toulouse, justement. Ils arrachaient un match nul 17-17, le début d'une belle aventure qui les a menés jusqu'en finale européenne, la petite finale. Désormais, la balle est plutôt dans le camp des joueurs, parce que si le staff a la pression, c'est surtout les leaders qui sont systématiquement pointés du doigt depuis maintenant 5-6 semaines. Et toujours une phrase de Karim Ghezal il y a peu: je ne sais pas où sont mes leaders. Ce sera peut-être à eux de répondre ce soir. Ouais, effectivement, phrase qui a dû secouer un petit peu le vestiaire lyonnais. On verra ça ce soir. Messieurs, on va vous remercier. Bien sûr, il n'y a pas de qui je suis ce soir, mais préparez-vous pour demain quand même Jean-Baptiste et Philippe. Jean-Baptiste, il se prépare, il n'y a pas de doute. Mais non, mais j'ai 42 points d'avance. Je suis tranquille. C'est le seul qui fait les comptes. Et puis les comptes sont très bons, La Rochelle, je vous le dis. Oui, j'imagine aujourd'hui en plus. Allez. Je relève même pas. Allez, dernier petit tour de table sur une petite projection prono. Tiens, Quentin, Lyon-Toulouse. Victoire toulousaine. Ouais, d'accord. 25-19 pour Toulouse. Ouais, Cyprien. Victoire toulousaine également, peut-être un peu plus serré, 22-16. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup d'écart. Pierre Amiche. 25-19, 22-16, il y a énormément d'écart. Pierre Amiche, Lyon-Toulouse. N'importe quoi. Victoire lyonnaise avec plus de 80 points dans le match, ça va être une orgie de jeu, on va se régaler, il y aura des essais dans tous les sens. Voilà, ça c'est vendeur. Ça c'est du teasing. Soyez là ce soir, il commente. Philippe Sanguero. Ouais, je vois le Stade Toulousain aussi, je vois le Stade. Je vois des points 30 à 21 pour Toulouse. Ouais, et Jean-Baptiste. Quel temps fait-il ? Plutôt bon, là actuellement 15 degrés et pas de pluie, mais on annonce quelques gouttes. Pas encore. Alors pas de pluie, ça sent le match nul, ça. Écoute, alors là, match nul, 26-26. Si c'est ça, j'ai plus 50 points. Deux nuls la même journée, ça ferait beaucoup quand même. Mais pourquoi pas, c'est ça en tout cas. On a bientôt les fêtes. 26-26. Voilà. Bon, alors si ça marche, la cote doit être fabuleuse. Voilà, en tout cas c'est dans 1 heure sur Sud Radio avec Pierre Amiche, avec toute l'équipe bien sûr. Excellente soirée, merci Jean-Baptiste. Demain 18h au cœur de la mêlée, il y aura Yann Roubert, le président de la Ligue, qui sera avec nous, notamment on parlera également de rugby féminin. Et on fera le bilan un peu de cette journée et même voire de cette année et de l'actualité. Philippe Sanguero, bonne soirée. Tout de suite, champion Frédéric Brindel avec Benjamin. Non. Ça, Benjamin Kaiser, ce sera pour la rentrée. D'accord, okay. Là, on va parler basket. D'accord, on va parler basket dans le champion avec Frédéric Brindel. Excellente soirée sur Sud Radio. Merci de nous avoir suivis. Salut messieurs. Sud Radio.